c'était un post sur le bac. En mode, le bac est la plus grande blague de ma jeunesse et il m'a presque détruit. LinkedIn, franchement, c'est l'un des jeux vidéo les plus addictifs que j'ai jamais vu de ma vie. Tu programmes tout pendant un mois, tu mets le bloqueur pour t'empêcher d'aller voir. Et là, par contre, pendant un mois, t'as rien à faire. Et comment j'ai fait pour la faire grossir de 2500 personnes en 10 jours ? Bienvenue sur Media Game, le podcast qui vous emmène à la rencontre des créateurs de communautés, ceux qui ont 1000 vrais fans. Ici, on explore les histoires inspirantes de personnes qui ont su cultiver leur passion en une communauté, ceux qui ont su bâtir une présence en ligne forte et authentique. Je m'appelle Marion Carnero, cofondatrice de My Name is Bond, l'agence qui automatise ta croissance sur les réseaux sociaux. Ensemble, on va découvrir les secrets des créateurs de communautés à succès. Alors reste à l'écoute. Hello Théo, bienvenue sur le podcast Media Game. Comment ça va ? Très bien, et toi ? Ouais, ça va, merci. Écoute, je suis trop contente de te recevoir aujourd'hui. C'est vrai que tu es un petit prodige de LinkedIn et tu as plein de choses à nous apprendre et surtout que tu n'as que 17 ans. 16. 16. Ah, je pensais que tu avais 17 ans. Non, tu vas sur tes 17 cette année ? C'est dans 6 mois, ouais, mais Ah, ok, j'ai un peu de temps encore. Mais bon, les 17 sont pour cette année. C'est pour ça que je me suis trompée. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore ? Ouais, donc moi je m'appelle Théo Leblanc, j'ai 16 ans, je suis un créateur de contenu sur LinkedIn et un entrepreneur sur l'intelligence artificielle et je me donne pour mission de rendre l'intelligence artificielle accessible à tous. Grosse mission pour un mec de 16 ans. C'était quoi toi de base ton rêve quand t'étais gosse ? Quand j'étais vraiment jeune, c'était de devenir écrivain parce que c'était un peu un refuge, c'est ce qui me permettait de sortir de ce monde qui a pas toujours été très tendre avec moi quand j'étais jeune. Et du coup, je voulais devenir écrivain. Je voulais voyager à travers l'écriture. Ok, donc tu as toujours eu cette appétence pour l'écriture. Ouais, c'est ça. J'ai énormément lu, j'ai écrit beaucoup de nouvelles. C'était de la fiction à la base. La non-fiction, c'est que récent. Donc, j'ai complètement dû réapprendre à écrire sur LinkedIn. Et c'est pour ça que si on regarde mes premiers posts, j'ai tenté de faire de la fiction. J'ai vite arrêté parce que les 0 likes, ça va un temps, mais bon, pas trop non plus. Donc, j'imagine. Voilà. C'était quel genre de fiction t'écrivais ? Un peu de tout. Enfin, j'aimais beaucoup tout ce qui est fantastique, science-fiction. Par exemple, et le rattacher un peu à des questions philosophiques. Par exemple, je lis toujours beaucoup de fiction pour me faire réfléchir. La série que j'avais lancée s'appelait Space Réflexion. En mode, c'était une sorte de voyage dans l'espace, et parce que du coup, tu peux te poser plein de questions, plein de trucs, plein de réflexions dans l'espace. T'as tout l'univers qui est immense, t'as au niveau du son, parce que t'as pas trop de son. Enfin, t'as plein de trucs un peu particuliers qui peuvent te faire réfléchir à des choses réelles. Et c'est ça que je kiffe dans la fiction. Et c'est quoi ton quotidien du coup pour un mec de 16 ans qui écrit autant, qui consomme autant de contenu ? Déjà, tu consommes quoi comme genre de contenu ? Je consomme quasiment aucun contenu court. Parfois, je tombe un peu dedans à regarder quelques-uns par jour, mais jamais installé TikTok. Ça, j'en suis assez fier. Okay. Je consommais beaucoup de vidéos YouTube. J'ai réduit un peu aussi parce qu'à un moment, c'était un peu de manière boulimique. Parfois, ça peut monter à 5-6 heures par jour. Alors que, même parfois plus en vacances. Donc, c'était pas très utile. Ouais, j'avais l'impression d'apprendre avec des chaînes comme Poisson Fécond, comme Trash, comme ce genre de choses. Mais il n'y a rien de concret, en fait. Donc, ça, et les livres aussi, que j'ai repris parce que j'avais un peu lâché entre mes 11 et 13-14 ans. Avant, je lisais énormément, puis j'ai eu cette période-là où j'étais plus dans les jeux vidéo, dans les vidéos, etc. Et là, j'ai pas mal repris avec de la fiction, avec de la non-fiction. Mais quand je lis de la non-fiction, c'est vraiment quand j'ai besoin d'un truc en particulier, pas du développement personnel en général. Par exemple, je sais que récemment, j'étais pas très bon en closing, j'étais pas très bon là-dessus en négociation. J'ai lu Ne coupez jamais la poire en deux. Okay. Un très très bon livre de négociation par un ancien mec du FBI qui gérait les prises d'otages. Ouais, complètement. Mais c'est pas un livre de fiction donc. Non, justement, j'ai un peu les livres de fiction, c'est pour me faire réfléchir. Les livres de non-fiction, c'est pour développer des compétences. Des compétences particulières, ok. Ouais. Et d'ailleurs, parmi les livres que tu as lus ou les contenus que tu as pu consommer sur justement de la non-fiction pour développer des compétences assez particulières, donc là, tu nous as parlé de Ne coupez jamais la poire en deux sur la partie de négociation. Est-ce que tu as d'autres contenus que tu nous recommandes ? En termes de livres, classique, Influence et manipulation. Je réfléchissais, mais je l'avais plus. Bien sûr, la base. Comment se faire des amis, qui est aussi pas mal pour comprendre un peu la psychologie. Il y en a quelques-uns comme ça. J'en ai plusieurs que je dois lire aussi en termes de psychologie, mais j'ai pas encore assez lu de non-fiction là-dessus. C'est que la psychologie, parce que pour moi les contenus c'est que la psychologie en fait. Les réseaux sociaux c'est que la psycho.
Ouais, complètement. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'algorithmes, de changements d'algorithmes, mais finalement, les changements d'algorithmes, ils sont juste là pour en fait montrer ton contenu à des personnes qui vont être réellement intéressées. Donc, on a juste de plus en plus de mal à capter l'attention des personnes. Il y a de plus en plus de contenu, et donc c'est tout le problème, disons. C'est ça, une infobésité, ouais. Ouais, exactement. Ok. Un dernier pour la route, Ouais, livre vas-y. d'Eliott Meunier, qui s'appelle N'oubliez plus ce que vous lisez. Ouais. Et qui est très très bon, qui est sur le second cerveau, la gestion des connaissances, bon, qui a un peu une introduction à sa formation, mais qui vaut le coup, allez-y. Donc, t'as pris sa formation? J'en ai pris plusieurs de chez lui. Et j'ai pris, je pense, mon coach le plus régulier. Ah ouais? Ouais. Et il t'accompagne sur quoi exactement? Un peu sur la stratégie, c'est lui par exemple qui m'a permis, je sais pas si t'as suivi il y a un mois, après la fin de mes objectifs, après les 1 an sur LinkedIn, j'ai tapé les 10 000, etc. Il y avait un peu un vide. Et c'est là où j'ai eu un coaching avec lui qui m'a pas mal servi pour au niveau du coup de lancer l'introspection, me poser les bonnes questions, poser sur les bons points. Donc ce qui a construit un peu toute ma vision, ma pensée, qui m'a permis de redéfinir ma route pour les 5 prochaines années, et donc pour lancer le projet que j'annonce le 8. Donc je pense que le podcast sera déjà sorti. Ouais. L'annonce aura déjà été faite. Ouais. Donc ce sera voilà sur le bâtir de la plus grande communauté francophone sur l'IA, et tout ça a pu être permis grâce à lui. Et là par exemple j'ai eu un coaching avec lui il y a 2 jours encore sur du coup toute la structuration de la communauté, comment est-ce qu'on fait pour engager les personnes, pour qu'elles restent actives, pour créer un peu cet effet là aussi de ce qui est très très bon en tunnel de vente. Aujourd'hui, je sais pas combien il fait, 50 ou 100 000 euros par mois en automatique grâce à ces tunnels. Enfin, c'est ridicule. Donc mais voilà. c'est vrai que j'ai regardé d'ailleurs son podcast avec Thibault Louis, qui est d'ailleurs un très très bon podcast où il explique justement tous ses process. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, il a quand même créé beaucoup de contenu, et notamment sur YouTube. Et tu vois, moi qui ai testé le format YouTube, le format sur Instagram, etc., bah, c'est vrai que YouTube, c'est, disons, le plus pénible, dans le sens où ça prend du temps, ça demande pas mal de ressources, etc. Mais en fait, c'est un jeu très long terme. Et la preuve en est avec Eliott, tu vois, il disait que lui, maintenant, c'est full automatique parce que ses vidéos, elles sont là, son contenu, il est présent. Et donc, les personnes, maintenant, quand elles font des recherches, elles tombent automatiquement sur ses vidéos, et il a tout bien fait, tout bien construit, de telle sorte que les gens derrière arrivent sur... Enfin, déjà, il donne 90% de la valeur en ligne, donc tu peux tout faire tout seul. Et après, il dit, bon, bah, si tu veux aller un petit peu plus loin, hop, tu prends ma formation, au moins, tu as tout dans l'ordre, et tu peux tracer ta route, quoi. C'est ça. Un truc qui expliquait pas mal et que je vais aussi mettre en place justement pour ça va être la première phase de la communauté pour moi me financer et financer la croissance, c'est de faire des formations gratuites pour le SEO, pour le référencement, etc. sur des outils. Ouais. Et les formations payantes que tu fais, c'est pour passer d'un point A à un point B. Par exemple, de devenir créateur de contenu grâce à l'IA. Ou je donne des mauvaises idées là. Lui par exemple, c'est du coup passer de devenir créateur de contenu en gérant ses connaissances, Atomic Creator. Ou voilà, et c'est en fait tu passes d'un point A à un point B, mais tu vends pas l'outil, tu vends la situation finale. Et en fait, du coup, à l'intérieur, tu as les différents outils, mais ces outils limitent les extraits. Enfin, tu peux en faire des formations gratuites qui sont en référencement et qui amènent vers la formation. Et du coup, tu découpes le contenu, t'en fais moins et c'est plus intéressant. Et toi, Eliott, tu l'as découvert comment? Ulysse, avec Ulysse Lubin, quand il a fait ses vidéos du coup sur Second Cerveau à la base, où tout de suite j'ai pas mal aimé, ensuite j'ai beaucoup suivi. Et ensuite derrière je l'ai échangé un peu avec lui sur Instagram, je suis aussi pote avec Manon Tournant, donc qui est aussi une bonne amie d'Eliott. Enfin bref, un peu comme ça. Tout le monde se connaît finalement. Ouais. J'ai l'impression que c'est une énorme bande de potes. Et ok, et comment est-ce que tu en es venu à te dire que tu avais besoin d'un coaching? Très vite, dès que j'ai gagné, dès que j'ai commencé à faire un peu d'argent, j'ai quasiment tout réinvesti en formation et ensuite en coaching. Parce que la formation c'est bien pour apprendre quelque chose, mais c'est limité dans le sens où c'est fait pour que ce soit accessible à tous, donc c'est moins précis pour ton cas précis, c'est moins précis pour chacun. Le coaching, ça coûte plus cher, ouais, mais je trouve ça permet de beaucoup plus apprendre, beaucoup plus, aller plus vite parce que c'est plus personnel, etc. Puis aussi pour avoir le lien avec Eliott qui a du coup pas mal de connaissances sur le truc. Par exemple, il y en a d'autres, mais pouvoir aller plus loin et qui puisse vraiment être dans la situation, parce que peut-être que ce sera que 5% meilleur le résultat final, mais 5% en effet cumulé et sur du 2, 3, 4 ans, bah, ça fait beaucoup. Ouais, bien sûr. Ok, et tu le vois tous les combien? Ça dépend quand j'ai un besoin. Eliott, à peu près toutes les 3 semaines, un mois. Ok. Et t'en es satisfait? Ouais, grave. Ça t'aide bien? Ouais.
Et donc là, tu disais que tu as eu un trou un petit peu dans, en fait, dans tes objectifs, parce que toi, ton objectif, quand tu t'es lancé sur LinkedIn, ou à une période, je sais plus, tu avais annoncé que tu voulais atteindre les 10 000 abonnés. Donc, tu avais ta quête. Et une fois que tu l'as atteint, finalement, tu t'es senti vide. Et c'est la raison pour laquelle tu avais contacté Elliot. Ouais, c'est un moment que je connaissais Elliot déjà, hein, mais c'était... En fait, c'était à ce moment-là où... Bah, c'était... Pour l'histoire, en gros, j'ai eu plusieurs objectifs. À la base, quand je me suis lancé sur LinkedIn, j'avais pas d'objectif. Puis au fur et à mesure, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu le ghostwriting qui est arrivé, puis il y a eu l'IA, puis il y a eu différentes choses. Mais il n'y a jamais eu de quête, vraiment. Et c'était il y a un peu plus d'un mois maintenant, un mois et demi, où j'ai regardé la date, j'ai regardé mon nombre d'abonnés. J'ai vu que dans 10 jours, ça allait faire un an sur LinkedIn. J'ai vu que j'étais à 8700 abonnés. J'ai vu ma croissance, le nombre d'abonnés que je gagnais tous les jours. Et il y avait moyen que je tape les 10 000 pour les un an, et symboliquement, ça aurait été beau. Donc c'était plus une question de symbolique pour construire mon histoire, construire mon parcours, etc. Finalement, construire ma vie en tant que film. Et du coup, j'ai tout donné pendant 10 jours. Attends, mais t'as fait quoi exactement? Parce que il y a un gap quand même, hein. En 2 semaines, prendre plus de 1000 abonnés? Bah, j'ai pris 3000 au final. Ok, t'as fait comment? C'était quoi ta stratégie? Bah déjà de vraiment me focus sur le contenu, parce que en plus c'était une période là, les 2 derniers mois, où j'étais assez focus sur mes cours, assez focus sur mes études, parce que j'avais mes examens pour les écoles de commerce il y a 2 semaines. En ce moment je passe les oraux, mais du coup j'étais moins focus sur le contenu. Là pendant 10 jours je me suis vraiment focus pour créer du contenu vraiment qualitatif, qui va chercher, qui raconte bien l'histoire, vraiment travailler ça. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai oublié de poster aujourd'hui, c'est pas grave. Moi, j'ai posté juste avant qu'on ait notre call. J'ai oublié. Mais j'ai vraiment travaillé cette histoire-là, travaillé ces sujets-là, et en plus, il y a quelques sujets comme ça que je ressors que quand j'ai vraiment besoin. Par exemple, l'argent que je gagne à 16 ans, je sais que c'est un sujet clivant, je sais que chaque fois que je fais un post dessus, le post fait au moins 50 000 vues et peut monter jusqu'à 130, 150. D'ailleurs, petite question, je me posais la question, étant donné que tu n'es pas encore majeur, comment ça se passe pour toi pour encaisser? Est-ce que ta boîte a ton nom? Est-ce que c'est tes parents qui doivent superviser la chose? Je suis j'ai été auto-entrepreneur là, même si j'ai eu quelques galères, surtout au début. Pour ceux qui connaissent un peu, j'avais une société fantôme pendant longtemps à cause des galères de l'URSSAF qui étaient absolument pas bien faites, surtout pour les mineurs. Bref, donc j'ai eu pas mal de galères, mais j'étais en auto-entreprise, et là par rapport au projet que je lance, comme je vais potentiellement avoir besoin de recruter, potentiellement avoir besoin de ce genre de choses, je suis en train de regarder avec plusieurs personnes justement bien plus qualifiées au niveau juridique, qu'est-ce que je peux faire. Et les différentes solutions, ouais, ça va peut-être potentiellement partir vers du portage par un par un. Ok, ça marche. Donc ouais, tu parlais de ce genre de sujet, effectivement, sujet très clivant. En même temps, tu as 16 ans, tu gagnes plus que, que la plupart des gens qui sont sur LinkedIn, sauf ceux qui sont au SMIC LinkedIn, comme dit Thibault Louis. Bon, il est bien reçu, Thibault. T'avais quoi d'autre comme sujet clivant? Sujet clivant, j'ai fait un post. Alors je pensais pas qu'il réussirait aussi bien, mais il était très très bien raconté. C'était un post sur le bac, en mode le bac est la plus grande blague de ma jeunesse, et il m'a presque détruit. En fait, je raconte mon histoire avec l'éducation, où c'est vrai que alors j'ai eu énormément de chance dans ma malchance, parce que je suis précoce, je suis différent, je sautais une classe, donc j'ai été harcelé globalement toute ma scolarité, et même si j'avais des facilités de compréhension, finalement j'étais pas mal défavorisé par le système. Enfin bref, mais j'ai eu de la chance parce que j'avais l'entourage, j'ai vu des psys, etc. Donc j'ai pu m'en sortir. C'est pas le cas de tout le monde. C'est pas le cas de 80% des précoces finissent en échec scolaire. Et aujourd'hui, 40% des jeunes sont en dépression. L'éducation, enfin l'école, c'est quand même une énorme partie de leur temps, donc il y a peut-être un lien quand même. Donc à partir de quand t'as compris que t'étais pas dans précoce. La norme? Ouais. Quand j'avais 4 ans, parce que ma grand-mère est morte quand j'avais 4 ans, et j'ai pas eu la réaction d'enfant normal. Au lieu de tiens, être triste 2 semaines puis oublier, j'ai commencé à me poser des questions bien plus profondes, en mode déjà, qu'est-ce que la mort, il y a quoi après, pourquoi vivre puisque dans tous les cas on finit par mourir, est-ce que finalement ce serait pas mieux de mourir maintenant puisque la vie finalement, est-ce que c'est la souffrance de voir les autres mourir, enfin des questions un peu deep pour un gosse de 4 ans. À 4 ans ouais. C'est genre des questions qu'on se pose à 18 ans à la rigueur. Ouais, c'est justement pour ça que ma mère savait pas trop quoi faire, a pas trop compris, donc c'est là où je suis allé voir un psy pour la première fois. À 4 ans donc. Ouais, à 4 ans. M'a détecté précoce, avec le WISC 4, pour ceux qui... donc ensuite j'ai fait 7 ans de thérapie. C'est un test, les WISC, c'est les tests pour définir le potentiel intellectuel, enfin le QI, le quotient intellectuel, et du coup la précocité, ça va un peu avec, généralement, c'est assez lié. Ok, et pas tu toujours, disais... mais souvent. Tu disais 4, c'est quoi? C'est sur
Sur 10, je sais pas ce que ça représente honnêtement. Whisk 4, je sais que c'est l'examen là-dessus quand on est jeune, primaire, un peu plus jeune. Whisk 5, je l'ai passé au début du collège. Je sais pas ce que ça représente ces numéros, je t'avoue, ces chiffres. Ok, donc à 4 ans, on découvre que t'es précoce. Derrière, il se passe quoi? Comment est-ce qu'on réagit? À la maison, ça se passe comment? À l'école, c'est pris comment? Déjà, ça expliquait pas mal de choses, notamment émotionnelles, le fait que dès que j'ai une frustration ou quoi, je réagisse de manière extrêmement disproportionnée. Enfin, je me frappe la tête contre le sol, je pète un câble contre moi, et c'est ce genre de choses. À l'école, j'avais pas forcément une très bonne professeure qui était assez fermée, qui était assez particulière, disons, parce que par exemple un jour je me suis ouvert l'arcade sourcilière, plutôt que d'appeler mes parents pour prévenir que leur enfant de 4 ans s'était globalement ouvert une partie du visage, non, elle a mis une poche de glace et elle a attendu le soir parce que se dit que c'était pas trop grave. Une professeure assez particulière et qui était contre le fait de sauter que je saute une classe, qui était en mode non, faut qu'il travaille, faut qu'il reste normal, etc. Ce qui, heureusement que ça n'a pas été le cas. Heureusement que mes parents et le psychologue ont poussé, que le reste de l'école a poussé pour que je saute une classe. Donc, ça a été pris comme ça. Au final, j'ai changé d'école parce que je suis passé dans un privé parce que les écoles à Châtillon sont pas forcément de qualité, on va dire, étaient pas forcément adaptés, malheureusement. Donc je suis parti dans un collège privé à Malakoff, Notre-Dame de France, je crois, quelque chose comme ça, qui était du coup un Notre-Dame où il y a un meilleur accompagnement, où il y a un meilleur niveau, qui me permettait de plus réfléchir, plus m'épanouir dans justement avoir des challenges intellectuels, être un peu challengé, et avoir des professeurs à l'écoute qui étaient là justement pour, par exemple, le temps de faire la transition, parce que déjà que j'étais plus jeune, un peu j'étais octobre, par exemple au CP, le début du CP, j'ai fait plus d'exercices de grande section, parce que même si j'avais sauté une classe, du coup, rattraper un peu, etc. Et je sais que j'avais plus de soutien, je peux me reposer si j'étais fatigué, etc. Mais à la fin du CP, je faisais déjà une grosse partie des exos du CE1, quoi. Donc, un accompagnement là-dessus. C'est ça que ça a changé. À la maison, ça expliquait des choses, en fait. Il n'y a pas eu, honnêtement, peut-être qu'il y a eu des changements majeurs, c'est plus à mes parents qu'il faudrait demander, j'en ai pas tant de souvenirs que ça. Ok. Et tu t'es senti accompagné par tes parents? Ouais, normalement, ouais. Et c'est pour ça que j'ai eu énormément de chance. J'ai un entourage qui a été très présent, j'ai eu la chance de voir un psychologue, d'être détecté tôt, donc j'ai été assez accompagné. Ok. Et très bien. Et là, t'as passé ton bac? Ouais. En candidat libre? Non, je suis en terminale encore. Ok. Ah, c'est Elliot qui l'a passé en candidat libre. My bad. Mais en fait, vous avez tellement des histoires tous les deux qui sont assez similaires. Ouais. Ok. Et donc là, toi, ton objectif, tu disais que tu passais des concours. Tu veux rentrer en école de commerce? Exactement. Pourquoi? Pour deux principales raisons. La première, c'est pour le nom, pour tout ce qui est levier bancaire, levier immobilier, faire du levier avec de la dette, les levées de fonds, etc. C'est plus simple avec un nom de l'école. Par exemple, un de mes objectifs, c'est d'ailleurs, en partie ce que je définis dans toute l'introspection, etc. C'est la sécurité que je veux me construire. Je veux me construire un patrimoine immobilier de quelques millions, dizaines de millions, qui tous les mois tourne, et que ce que je dépense tous les mois ne dépasse jamais la rente de ces biens immobiliers. Pour avoir cette sécurité mentale et pouvoir me dire et pouvoir lancer des projets en n'ayant pas peur de relativement tout perdre. Parce que j'aurai toujours cette sécurité-là et qui m'empêche aussi de trop dépenser. Donc, c'est plus simple de faire du levier avec de la dette, etc. avec une école. Ça permet aussi d'avoir des intervenants pas mal. Ça permet aussi de rencontrer un réseau qui est assez utile, qui est utile dans le sens où il y a beaucoup des futurs cadres, des grandes entreprises que je vais rencontrer en école de commerce. Donc, ça peut servir plus tard dans les différentes boîtes que je vais créer. Ça, c'est pratique. Et en fait, un truc d'ailleurs, c'est Oussama qui dit ça, ou Yomi, je sais plus, et je suis assez d'accord avec ça, c'est que quand tu te poses la question de est-ce que tu dois faire une école ou pas, t'es pas sûr, fais une école. Voilà, fais une école. Dans le doute, fais une école, parce que t'as quand même du temps à côté. Je vois mon frère qui est en école de commerce, il a du temps pour faire d'autres choses. Je confirme. Il faut travailler, en bachelor, on peut plus travailler qu'en post-prépa, mais c'est pas non plus énorme et ça permet de faire pas mal de projets. Je vois que j'arrive à travailler en dehors au lycée et je vois ce que j'arrive à faire en dehors, alors qu'au lycée, franchement, tu bosses bien. On bosse plus qu'en école de commerce, surtout mon lycée. Mais le lycée assez costaud. Mais franchement, ça va. Ok, donc toi, tu le vois clairement comme un investissement sur du long terme. Ouais. Ça, c'est une bonne chose, t'es très précis. Et tu sais quelle école tu veux avoir? Ouais, je vise l'ESSEC ou l'EDEC en post-bac dans les cursus internationaux. Donc soit le cursus de l'ESSEC en post-bac à Singapour, 2 ans à Singapour,
enfin 1 an et demi à Singapour, 6 mois du coup soit en France soit à Rabat, 1 an à université partenaire si je dis pas de bêtises, et ensuite 1 an à Cergy, et ensuite enchaîner avec un master dans une université partenaire, ça permet de passer pas mal d'années à l'étranger. Ou alors le cursus de l'EDEC, où c'est 1 an à Nice, à l'EDEC, puis 1 an à l'UCLA, donc ça c'est pas mal, puis 1 an en stage, enfin 6 mois en stage, 1 an à Chuanyang, donc université de Singapour, qui est une des plus reconnues et qui est un peu plus dans tout ce qui est technique, en plus avec les IA c'est pas mal, et ensuite 6 mois en stage. Donc ça me permet de faire plein de pays différents, d'avoir des très très beaux noms sur le diplôme, donc pour les banques, et de rencontrer un réseau de fous. Et là, tu parles de faire des stages, etc. Sachant que là, tu as déjà un peu, disons, touché à la liberté de créer ce que tu veux, de bosser quand tu veux, d'où tu veux, etc. Ça te fait pas peur de devoir retourner stagiaire ? Actuellement, je suis stagiaire. Actuellement, je suis stagiaire au crayon pendant une semaine. Donc, non, au contraire, parce que j'ai des très grandes ambitions. Pour révolutionner, j'ai pour ambition de révolutionner l'éducation dans le monde et ainsi que la recherche, notamment sur tout ce qui est climat, etc. Pour ça, j'ai la croyance qu'il faut que je bâtisse un empire. Mais donc, pour bâtir un empire, notamment, enfin, une chose qui me fait assez peur, mais qui m'excite beaucoup aussi, c'est quelque chose que je peux pas trop apprendre comme ça derrière mon écran, quoi, c'est tout ce qui est management. Et pour ça, je pense qu'il faut que je l'expérimente, que je vois différents types de management, comment ça se passe, dans différentes boîtes, peut-être faire des stages en tant que salarié, enfin, des stages classiques, être salarié peut-être 1 ou 2 ans, pour voir comment ça se passe, voir différents types de management, prendre ce qui est bon, essayer de créer un modèle qui fonctionne bien. C'est marrant, tu parles du crayon. J'ai reçu Sixtine sur le podcast. Bon, je sais pas quand est-ce que sortira l'épisode. Mais oui, du coup, tu es entre de bonnes mains par rapport à c'est ce très que drôle, tu vises. parce qu'en ce moment, avec Sixtine, on se suit sur tous les podcasts. J'ai fait les jeunes branches, le même jour qu'elle, son épisode est sorti juste après moi. J'ai fait Jeune Entrepreneur avec Maxime Waflar. Pareil, elle est sortie juste avant moi. Et là, du coup, pareil, on enchaîne. C'est très drôle. C'est un signe. T'as bossé chez Kimono aussi en tant que stagiaire ? Non, c'est Maxime. Non, moi j'ai fait comme Harold Gardas. Exact. Je sais pas comment le prendre là par contre. My bad. Ok, comment est-ce que tu trouves tes stages ? Est-ce que c'est les boîtes qui viennent à toi ou c'est toi qui contactes les personnes ? Et si tu les contactes, Ouais. quelle est ton approche ? Honnêtement, c'est des potes. Donc, je les contacte, je leur envoie un message, mais généralement, ils sont toujours, bah oui, avec plaisir. Ils sont plus étonnés que je vienne les voir parce que justement, tout ce que je peux faire, comme beaucoup de gens sont étonnés que je veux faire une école, mais non, c'est pas très compliqué parce que je crée du contenu, parce que j'ai des choses à apporter, j'ai des compétences à montrer, etc. Que j'offre de la valeur. Par exemple, en vrai, mon stage au crayon, c'est plus un deal win-win. C'est je les aide sur l'IA et eux, ils doivent pas mal m'aider sur tout ce qui est relations presse, m'apprendre là-dessus parce qu'ils sont très très chauds et que pour l'instant, je suis pas très bon. Enfin, je commence un peu, mais je suis pas le meilleur, quoi. Et en une semaine, t'as le temps ? Ouais, il y aura toujours le temps d'apprendre. Peut-être que ce sera pas suffisant, peut-être que j'y retournerai. En tous les cas, je sais que j'ai les portes ouvertes si jamais je vais te passer, donc. Et ça se passe comment ? C'est 100% en physique ? Ouais, bah alors, du coup, je suis pas très présent parce que j'ai pas mal de choses, y compris mes euros. Mais je crois en cumulé sur la semaine. Là, bah, j'y étais hier pendant toute la journée. Demain, j'y suis l'après-midi. Et vendredi, j'y suis pas. Donc, en gros, ouais, j'y suis aussi cet après-midi. Donc, en gros, j'y suis 2 jours cumulés. Ok. Bon, c'est déjà ça de prix. C'est ça. Ok. Et donc, toi, quand tu t'es lancé sur LinkedIn, t'avais pas peur, justement, je sais pas, du regard des autres, de te confronter, en fait, à ce que les gens pensent de toi, de ton parcours, de la critique, potentiellement. Tu parlais du fait que quand t'étais petit, tu t'es fait harceler. T'avais pas peur de revivre un peu ça, mais de manière, du coup, digitale ? En fait, je sais pas pourquoi j'ai pas trop. Enfin, j'ai toujours fait plein de projets, etc. Sans forcément. Au début, j'ai pas beaucoup de succès. Enfin, j'ai 0 succès parce que je me pensais un peu meilleur que tout le monde. Je suis toujours pensé un peu meilleur que tout le monde. À raison ou pas, je sais pas, le temps nous le dira. Mais j'ai jamais eu trop peur de la critique. Parce que les insultes gratuites, enfin, en fait, je rigole un peu, je me moque un peu. Enfin, le nerd chez LinkedIn, par exemple, ma mère y est, je comprends pas pourquoi. Moi, ça me fait juste rire, en fait. Et je me dis, putain, si les gens ont du temps à perdre, bah merde, ça veut dire qu'ils lisent mon contenu et que mon contenu les trigger. C'est bien. Donc, C'est une bonne manière de voir les choses. c'est ça. Bah, j'essaie d'avoir une bonne image, surtout sur du long terme, de pas jouer trop sur le négatif, etc. Je sais que parfois, j'ai pu tomber un peu trop dedans, donc j'essaie de limiter. Par exemple, les posts sur l'argent, c'est bien pour faire des vues, mais c'est pas comme ça que je viens de construire mon image. Donc j'essaie de limiter le plus possible, à part justement quand je veux taper les 10 000 abonnés. Mais
Non, je m'en occupais pas trop en fait, parce que je suis un peu aussi, je suis beaucoup Ulysse, donc Ulysse Lubin, c'est lui qui m'a ramené un peu sur LinkedIn, beaucoup dans l'approche à documenter ce que j'apprends, documenter ce que j'explore, voilà. Et d'ailleurs, c'est ça qui fait vraiment que j'ai très bien réussi sur les 2-3 derniers mois sur LinkedIn, que j'ai vraiment une très grosse phase de croissance. C'est un modèle que j'ai bien réussi et je vois pas trop, de raconter une histoire sur, enfin, de relire, enfin, d'enseigner un truc en racontant une histoire sur moi. Enfin, je sais pas trop comment l'expliquer, mais Donne-nous un exemple concret. Presque tous mes posts en fait, de raconter mon post sur le bac. Bah, du coup ça apprenait moins, c'était plus du mindset et c'était plus un truc, mais transmettre un message en racontant une histoire sur moi, parce que je sais pas raconter l'histoire sur les autres, faut que j'apprenne à le faire. Mais du coup je raconte mon histoire, par exemple sur le bac, et j'en profite pour faire, et grâce à ça je fais passer mon message qui est qu'il y a un problème en éducation, ou ToutGPT, non, c'est un peu différent parce que justement c'est là où j'ai raconté qu'est-ce que j'ai raconté comme histoire qui était pas mal, je sais pas, j'ai quoi de près. Bah là, justement, le post qui était censé sortir aujourd'hui, où je raconte l'histoire de comment, enfin, là-bas, je pensais qu'il y avait que ChatGPT qui existait, etc., et que ça a changé le monde, et puis j'ai découvert qu'il y avait 20 IA qui étaient encore mieux, etc. En fait, c'est l'appel à l'action vers la vidéo que Benoît a sortie hier en extrait du podcast. Et du coup, je pars d'une histoire sur comment est-ce que j'ai découvert les IA, etc., ce que ça fait chez moi, pour amener vers 20 outils qui sont utiles, qui permettent aux gens de progresser, d'apprendre, plutôt que de juste de balancer la liste des 20 outils. Ok, attends, j'ai plein de questions. Première question, toi, par rapport à ta croissance sur LinkedIn, là, ça fait combien de temps maintenant que tu es présent sur LinkedIn? Ça va faire 1 an et 1 mois. Ok, précis. Ta courbe d'apprentissage, j'imagine qu'elle est tout aussi importante que ta courbe de croissance d'abonnés. C'est quoi les éléments les plus importants pour toi aujourd'hui, pour quelqu'un qui souhaite se lancer sur LinkedIn? Genre, comment est-ce qu'on fait des bons posts? Comment est-ce qu'on arrive à croître? Alors franchement, déjà vous ferez des mauvais posts au début, c'est pas grave, c'est normal. Vous ferez des mauvais posts. À part si vous avez un Thibault Louis dans votre entourage qui vous aide à faire un post qui carrément vous bannit de LinkedIn et que vous appelez Elliot Papa Diamandis. Mais vous flopperez au début, c'est normal, c'est pas grave. C'est pas grave de flop, c'est le processus, et c'est pour ça que quand on me demande, je conseille au début de publier le plus possible, pas pour faire des vues, mais pour apprendre, pour s'entraîner à écrire beaucoup, à se forcer à publier et avoir des retours très rapides. Même s'il y a 1, 2 likes, les gens peuvent faire des retours. Vous pouvez envoyer des messages aux gens, demander tiens, j'ai écrit ça, est-ce que tu peux me dire en 10 secondes ce que tu penses du post, ce qui est bien, ce qui est pas bien, même à des personnalités plus connues sur la plateforme. Elles prendront le temps de répondre. Si le plus important, c'est que ce soit facile à répondre, ce soit facile à faire. Par exemple, quelqu'un que j'ai bien aimé qui a fait une approche comme ça, c'était, il m'a envoyé un message, il m'a dit réponds-moi en une phrase, juste quelques mots, ça m'aidera déjà. C'est bien, respecter le temps des gens. Et bref, je m'égare. Publiez le plus possible pour vous entraîner, et entraînez-vous à chaque fois, faites-vous des phases, comme ça vous entraînez à développer un truc sur LinkedIn. Par exemple, au début, moi, j'ai beaucoup travaillé sur mes accroches. Enfin, c'était plus il y a 6 mois, parce que, un peu plus même. Parce que je savais pas faire de bonnes accroches. Et j'ai retravaillé là-dessus récemment, il y a 2-3 mois, où je me suis fait tout un doc. J'ai pris toutes les accroches des personnalités que j'aime bien, qui fonctionnaient bien. J'ai analysé c'était quoi la structure, c'était quoi les différentes, enfin, pourquoi ça fonctionnait, qu'est-ce qui étaient les éléments, qui étaient pareils dans les accroches qui fonctionnaient et qui changeaient par rapport aux accroches qui fonctionnaient pas. Et à partir de ça, je me suis construit un doc, du coup, de template un peu d'accroches pour moi, pour continuer à m'entraîner. Et depuis, j'ai l'impression que mes accroches se sont améliorées. Donc, c'est toi qui les as analysés ou c'est ChatGPT? Non, c'est moi. Ok. T'aurais pu aussi, ChatGPT aurait pu t'aider là-dessus. AutoGPT aurait été plus pratique. Ah, okay. On va y venir. Attends. Terminons sur le sujet LinkedIn. Ok, donc comment est-ce qu'aujourd'hui on fait une bonne accroche? Moi aussi, c'est un peu le sujet. Pareil, moi pour le coup, ça fait 1 an et demi que je poste sur LinkedIn. Toi, au début, tu postais tous les jours? Ouais, j'ai presque toujours fait tous les jours. Ok. Ça te force à garder un rythme. Ouais, je suis d'accord. Je fais pareil. Ok. Et moi, pareil, je me rends compte qu'aujourd'hui, le succès d'un post, c'est à 80% dû à son accroche. Donc, j'essaye à chaque fois, je ne les mets pas, je suis en mode, bon, c'est pas terrible. Alors, moi, je nuancerais quand même. Parce que tu peux avoir la meilleure accroche du monde, si la suite de ton post est éclatée, non, faut que tu aies un storytelling. Oui. Ben, en fait, après, je pars du principe que tu dois faire en sorte quand même d'avoir un post. Enfin, faut que ton post il soit quand même intéressant. Tu vois, moi, maintenant, dès que je poste, je regarde et je me dis, est-ce que c'est intéressant? Est-ce qu'il y a des éléments que je peux supprimer? En gros, straight to the point, tu vois. Donc, pour en revenir à l'accroche, comment est-ce que tu fais une bonne accroche? C'était quoi ton analyse in fine de toutes ces accroches que tu avais prises des créateurs de contenu qui t'inspiraient? Déjà, faut pas hésiter à être dans l'exagération sur les 2 premières lignes. Si jamais ça vous gêne, faites de la nuance dans la suite du post, mais faut être clair. En fait, ouais,
les 3 points les plus importants, c'est le premier, c'est d'être un peu exagéré, d'être vraiment dans une direction claire. Voilà, le deuxième, c'est d'avoir un message clair, justement, qu'on comprenne de quoi tu veux parler, quelle est ta position, etc. Par exemple, le bac, le bac est la plus grande blague de ma jeunesse, il m'a presque détruit. Je pense que la position est assez claire. Ouais. Il y a une opinion assez tranchée. Et le troisième, c'est que ce soit un sujet qui parle à tout le monde, ou un sujet un peu, qu'on arrive à tourner de manière un peu, qui peut être tourné de manière un peu clivante, un peu divisante. L'éducation, l'argent, des sujets qui fonctionnent bien, l'IA, c'est les 3 sujets, par exemple, chez moi qui fonctionnent pas mal là-dessus en termes de clivage. Et c'est ce qui permet de faire, c'est les accroches qui peuvent permettre de faire des posts qui vont cartonner. Ensuite, faut pas toujours chercher à faire des posts qui cartonnent. Les accroches qui peuvent bien fonctionner sur des posts moyens, donc des posts qui vont fidéliser, etc. Bon, par exemple, c'est le mindset et le dev perso. Vous savez que les gens apprécient pas mal ce que je fais là-dessus. Je devrais en faire plus, mais c'est le problème des vues, c'est que du coup, tu vas chercher à faire plus de vues, etc. Ouais. Mais par exemple, là-dessus, je sais que j'ai beaucoup plus d'accroches positives où alors où je vais créer un positif négatif, mais je vais quand même avoir une part de positif. Alors que des accroches qui vont chercher à buzzer, on peut faire du négatif positif, par exemple quand on raconte l'histoire de quelqu'un, quand on raconte notre histoire, mais c'est plus compliqué. Quand on a du full négatif, c'est plus simple à faire buzzer, on va dire. Ok. En termes de structure de poste, l'accroche est très importante. Comment est-ce qu'on clôture un bon poste ? C'est justement, je suis très mauvais en conclusion, donc je vais pas pouvoir t'aider. C'est un des sujets sur lesquels il faut encore que je bosse. Je taffe pas mal dessus en ce moment sur mes appels à l'action, justement sur la newsletter. Mais je suis pas très bon en conclusion. Je sais qu'un truc qui fonctionne bien, c'est moralisateur. J'ai tenté de le faire une fois. Bah non, du coup, parce que je l'ai fait sur un post, justement à la base, en gros, c'était un post pour dire que j'avais donné des cours en école, parce que j'ai donné des cours en master en M2 à 16 ans. Le post est sympa, il y a des trucs sympas, du coup je parlais d'IA, etc. Mais j'ai voulu jouer justement un peu sur les conclusions moralisatrices à la mode Alavès qui fait ça très bien, etc. Du coup j'ai fait une conclusion sur l'éducation en mode où c'est très dur d'être prof, etc. Et en plus mon message avait été mal compris, en gros c'était du soutien en prof en montrant que franchement, c'est dur d'être prof aujourd'hui parce que t'es pas forcément très bien payé, que t'as pas forcément les meilleures conditions, etc. Mais en fait, je l'ai mal tourné, j'ai pas réussi à bien le mettre parce que franchement, faut que je travaille mes conclusions. Et du coup, ça a été perçu comme une attaque au métier de prof et comme quoi c'était de la merde. Et du coup, alors que je défendais les profs, je me suis fait détruire par les profs en commentaire. Et parce que j'ai raté ma conclusion. Donc honnêtement, je pourrais pas trop aider les gens sur la conclusion. Ok, on va passer alors. Ok, donc là maintenant, t'as combien d'abonnés sur LinkedIn ? J'ai passé les 15 000 hier. Oh, joli, bravo. C'est grâce à Benoît. et là, ton objectif, c'est quoi sur LinkedIn ? Franchement, je ne mets pas d'objectif en termes de chiffres sur LinkedIn. C'est de rester stable en termes de vues. Donc aujourd'hui, je tourne à entre 1 million et 1,5 million par mois. Pas baisser, mais je me mets plus d'objectifs en termes de vues pour pas me forcer à faire de la croissance. Je préfère rester au même stade, mais au fur et à mesure en qualifiant de plus en plus mon audience. Et en redirigeant, en fait, ainsi continuer à croître, mais en touchant une nouvelle audience, parce que pour le projet que j'annonce le vite, du coup, la plus grande communauté francophone sur l'IA, le but c'est d'avoir une forte traction sur LinkedIn, mais une forte traction qualifiée. Faut pas que je tombe dans le buzz pour le buzz qui au final n'amène rien. Et plutôt que justement je me crédibilise énormément et que c'est là où je vais faire la différence, c'est en crédibilisant, en vulgarisant mieux que les autres, en étant plus là-dessus. C'est aussi ce que j'essaie de faire dans mes newsletters, à donner des méthodes très concrètes par rapport à ce qu'on peut voir. C'est plus les 3 outils de la semaine, les 3 conseils, les 3 prompts. Je préfère donner des méthodes concrètes, comment installer AutoGPT, etc. Donc l'objectif sur LinkedIn, ça va plus être de travailler ma conversion, parce que j'ai construit sur un réseau viral, donc un réseau viral ça peut s'effondrer à tout moment. Là le but c'est de le sortir vers le projet et du coup la plus grande communauté et la newsletter. Ok, donc là depuis tout à l'heure on parle d'IA. Comment est-ce que t'es tombé dedans, parce que t'as 16 ans. Bon après c'est vrai que la hype autour des IA elle a éclaté quoi, il y a 6 mois, 1 an à peu près. Novembre, sortie de ChatGPT le 30 novembre. Avant ça, seuls les experts en connaissaient l'existence. Il y avait quand même, ça commençait avec Midjourney, DALL-E, Stable Diffusion. Mais bon, ça reste, c'est assez récent, tu vois, alors que ChatGPT, si je dis pas de bêtises, les mecs ils sont sur le projet depuis plusieurs années. OpenAI a été lancé en 2012. Les premières versions étaient utilisables par n'importe qui en 2019, ChatGPT, si je dis pas de bêtises, sur le Playground.
Je sais plus, je crois que c'est 2019. Ouais. Ok. Ouais, comment est-ce que tu t'es dit que tu voulais creuser ce sujet-là? Et surtout, est-ce que c'est la première thématique que tu as creusée ou avant ça, je sais pas, tu as exploré d'autres choses? Ouais. Déjà, avant de tomber sur le NSRA, j'ai exploré pas mal de choses. J'ai passé pas mal de temps dans le Web3 notamment, donc tout ce qui est crypto-monnaie, NFT, ce genre de choses. J'ai passé pas mal de temps dans le copywriting aussi. J'ai passé pas mal de temps dans l'affiliation, dans le social media marketing, dans ce genre de domaine, sans forcément beaucoup de succès. Non, l'IA, en fait, ça fait un moment, ça fait pas mal de temps que je m'intéresse à tout ce qui est machine learning, à deep learning, etc. Donc, en fait, les méthodes d'entraînement de l'IA. Mais à l'époque, justement, c'était ce que je raconte dans le post qui était censé sortir aujourd'hui, que à l'époque, en fait, je voyais ça comme un truc génial, mais j'avais pas les compétences, parce que je suis pas un codeur. Franchement, j'aurais dû apprendre. Mais maintenant, je comprends, mais je sais pas écrire en code. Bref. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui était réservé aux très grosses boîtes, qui avaient le budget, qui avaient les devs, qui avaient des trucs comme ça. Et puis, il y a ChatGPT qui est arrivé. Et en vrai, au début, je m'en suis un peu occupé, mais pas trop. Je suis en mode, waouh, c'est quoi ce truc? C'est un peu bizarre. Puis sauf que c'était le moment où je me suis lancé un challenge sur LinkedIn, où j'avais en gros, parce que c'était à la sortie d'un projet sur LinkedIn, et où j'avais une petite baisse en vue, et je voulais remonter, je voulais repartir plus fort, parce que quand tu descends, bah repars plus fort encore, c'est plus simple. Donc je me suis donné le challenge de doubler mon nombre de vues, enfin en gros je voulais juste améliorer quoi. Je voulais améliorer mon contenu, et donc j'ai cherché une nouvelle manière d'améliorer. C'est là où j'ai commencé à vraiment travailler mon storytelling, enfin après 2-3 semaines après, où j'ai commencé à vraiment travailler mon storytelling, et où c'est là où je suis tombé dans les IA, où j'ai vraiment creusé, parce que ça tombe bien, le timing était parfait. C'était GPT, c'est là où j'ai commencé à faire mes premières images mid-journée. Depuis maintenant, depuis que j'ai découvert mid-journée, presque tous mes posts LinkedIn ont une image, et très souvent c'est une image de mid-journée. Exact. Donc ça on fait te un peu reconnaît mon branding. facilement maintenant avec c'est ça. C'est le but. En plus d'être un peu catchy, bah ça fait mon branding au fur et à mesure. On voit une image bien faite par une IA. Tiens, est-ce que c'est pas Théo? Je vais lire le post. Donc voilà, c'est pratique. Donc c'est comme ça que je suis tombé dedans. Ok. Donc tu l'as découvert de cette manière et comment est-ce que tu t'en sers au quotidien déjà toi et comment est-ce que aujourd'hui, comment est-ce que tu monétises la chose aussi, tu vois, parce que c'est quand même l'objectif in fine. La guerre. Au quotidien, déjà, je me sers de mid-journée pour faire mes images. Je m'en sers parfois quand je donne des conférences ou des choses comme ça pour créer un effet un peu catchy. Une présentation, c'est sympa. Présentation que je génère avec d'autres outils, donc comme Tom ou il y en a un autre à chaque fois j'oublie, mais il y en a un autre comme ça qui est pas mal pour générer les présentations. Donc voilà, je m'en sers comme ça. ChatGPT, je m'en sers quand j'ai des problèmes. Justement, quand je teste d'autres outils IA, en fait, souvent maintenant, les derniers outils IA, etc., sont en fait sur GitHub, où c'est un truc où tu partages du code et où c'est collaboratif, où tu peux télécharger des codes d'autres personnes, etc. Et souvent, les derniers outils, les derniers trucs sont là-dessus. Mais parfois, c'est pas clair, surtout que parfois, il faut des environnements vraiment galères. En ce moment, je suis sur un truc... c'est exceptionnel, mais franchement, si j'arrive à sortir, il y a moyen que je fasse des petites vidéos qui vont taper les 500 000 sur LinkedIn, sans problème. Parce que c'est vraiment ça fait quoi exactement? Ah, j'ai pas trop envie de... Tant que je le réussis pas, j'ai pas trop envie. En gros, faire très simple, c'est des vidéos assez particulières avec l'IA. Mais il y a un mec qui est monté de 0 à 400 000 en 3 semaines, avec ça. Avec cet outil? De 0 à 400 000 abonnés sur Instagram avec ça. Avec 12 vidéos qui ont été faites avec ça. 12 vidéos? Il est monté de 0 à 400 000. Et les vidéos, elles sont nichées? Non, les vidéos sont mainstream. Pour l'instant, j'en dis pas trop plus, mais c'est exceptionnel. Et le but, c'est de faire une newsletter, justement, là-dessus, parce que le truc est vraiment complexe, mais de réussir à le rendre simple, faire un peu comme sur AutoGPT, chaque étape, pour que n'importe qui puisse l'installer. Mais, donc, parfois, quand il y a ça, le problème, c'est que parfois, il y a quelques erreurs de code qui sont liées à l'environnement, qui sont liées au Mac, qui sont liées à des trucs vraiment précis, et il y a une infinité d'erreurs de code qui peuvent arriver à n'importe qui. Et pour ça, soit je peux appeler des potes développeurs, mais ils sont pas toujours dispo, soit, du coup, je le balance à ChatGPT, je balance les erreurs, j'explique tout. Et c'est là où, du coup, il peut m'aider. Il peut m'aider à résoudre le problème. Tu parles beaucoup à ChatGPT dans la journée, toi? Ça dépend, c'est par phase. En ce moment, pas mal, du coup, pour m'aider à résoudre des problèmes ou des trucs comme ça. Pour rédiger mes posts, parfois, ça me sert de gain de temps. J'ai pas encore automatisé la réponse aux commentaires et aux messages. C'est un truc que je pourrais faire. J'ai des prompts pour. Mais pour l'instant, je l'ai pas encore fait. Pour automatiser la réponse aux commentaires? Ouais, et aux messages. Ok, mais ça, c'est avec AutoGPT, non? Même pas. ChatGPT, en gros, j'ai un méta-prompt, donc c'est un prompt dont je me resserre, donc que j'ai bien travaillé, qui est assez long, donc je peux me resservir. Et en gros, une fois que je balance ça, chaque fois que je balance juste le commentaire, il me répond la réponse que j'aurais pu faire. Et franchement,
j'ai aussi des community managers et il est meilleur sur pas mal de cas, il peut parfois être meilleur que les community managers. Donc, ah ouais, non, mais c'est énorme. Ok, et ce prompt, tu peux nous en dire un petit peu plus sur le prompt parce que c'est un peu, c'est un peu le nerf de la guerre avec les IA finalement. J'ai l'impression que ceux qui comprennent rien aux IA, ceux qui trouvent que c'est de la merde, c'est ceux en fait qui savent pas du tout faire de prompt. Oui et non. J'ai une vision un peu plus lancée là-dessus. Je pense que l'enjeu aujourd'hui, c'est pas de maîtriser l'IA, l'enjeu c'est de comprendre. Parce que maîtriser, ça change toutes les 2 semaines. Donc, enfin, ou un peu plus, mais ça change tout le temps. Dans 6 mois, ça aura complètement changé. Par contre, si tu comprends, dans 6 mois, tu seras beaucoup plus rapide. Pour moi, c'est ça l'enjeu. Bref, je reviens du coup sur le prompt aujourd'hui, en tout cas. Le plus important, en fait, faut comprendre comment fonctionne ChatGPT. ChatGPT, du coup, c'est une interface sous forme de chat, donc de discussion, mais qui est reliée à GPT. Et GPT, comment ça fonctionne? C'est un modèle prédictif. Donc en fait, il va prédire à chaque fois le mot suivant le plus probable. Donc, et ensuite ça fonctionne que ça fait des phrases, parce qu'on peut prédire à la suite, ça fonctionne très très bien. Et en fait, on s'est rendu compte qu'avec du texte, on peut faire beaucoup plus de choses. Et on est d'ailleurs en train de se demander, est-ce que parfois c'est pas comme ça que le cerveau fonctionnerait? Bref. En gros, faut comprendre ça, que c'est le truc, ça prédit le plus probable. Donc de base, faut se dire que c'est un modèle qui peut tout faire. C'est comme humain moyen peut à peu près tout faire, mais mal. Parce que c'est humain moyen. Humain moyen, demain on croise quelqu'un dans la rue. Voilà. Justement, en fait, quelque chose qui était assez drôle, c'est que les gens se sont dit, oui, ChatGPT est nul, il sait même pas répondre à un problème de maths basique. Problème de maths, classique, c'est, je vais payer pour 1,10€ dans une boulangerie, j'ai acheté une baguette et un croissant, mon croissant m'a coûté 1€ de plus que ma baguette, combien m'a coûté mon croissant? Les gens répondent 1,10€, parce que alors que c'est 1,05€. Bref, c'est le truc classique. C'est le truc le plus probable, parce que les gens font souvent l'erreur. Du coup, ChatGPT, quand on lui donne juste ça, il répond 1,10€, parce que c'est le plus probable. Par contre, quand on lui dit en instruction, tu es un professeur de mathématiques, tu es spécialisé dans la résolution d'énigmes ou juste un professeur de mathématiques, par rapport à ça, on lui redonne la consigne, et le plus probable en tant que professeur de mathématiques, c'est de répondre 1,05€. Donc une fois qu'on a compris ça, en fait, on comprend comment construire des prompts. Construire des prompts, c'est orienter ChatGPT pour que la prédiction la plus probable soit le résultat qu'on veut. En fait, c'est ça le prompting. C'est que la prédiction la plus probable soit celle qu'on attend. Donc, et du coup, toi, pour pouvoir répondre à des commentaires, globalement, je te demande pas de nous partager ton prompt parce que j'imagine que tu as mis du temps à le mettre en place, mais en gros, tu lui dis quoi? Est-ce que tu lui balances tous les genres de commentaires que tu réponds et tu lui dis, bah voilà, je m'appelle Théo, voici comment j'écris, voici comment je réponds, maintenant aide-moi à répondre à ce commentaire? C'est un peu ça. En gros, attends, je l'ai sous les yeux. J'ai même le méta, en gros, que je peux partager à d'autres personnes, à d'autres créateurs de contenu, quoi. En gros, enfin, les principaux sujets, c'est je donnais sa fonction. Donc, t'es un community manager professionnel, ton but est de répondre, machin. Ensuite, je donne des informations sur moi. Donc, c'est la partie qui est un peu longue et qui est justement le truc à un peu détaillé et qui permet d'avoir des réponses plus personnelles. Que du coup, derrière, tu peux réutiliser, hein, c'est ça. En fait, tu le travailles une fois et... C'est ça. Bah, j'ai un dossier qui s'appelle prompt utile où j'ai tous mes méta-prompts. Donc, par exemple, mes images sur Midjourney de moi, parce que quasiment toutes mes images, il faut que je refasse des photos, mais toutes mes images sur LinkedIn, de moi, viennent de Midjourney. Donc, et j'ai le même méta-prompt que je change un peu à chaque fois selon le ton que je veux donner à l'image et qui fonctionne très très bien. Ok, et par exemple, attends, terminons avec le prompt là pour les commentaires. En gros, la fonction, les informations, en fait, c'est le contexte. Donc, c'est le contexte qu'on lui donne pour que la prédiction soit plus précise. On lui donne du coup des exemples. Moi, je vais donner des exemples de posts, donner quelques règles supplémentaires, des exemples de commentaires, d'un post et ensuite des commentaires qu'il y a pu avoir et des réponses que j'aurais données. Je donner des règles supplémentaires pour le limiter dans ses réponses, dans sa prédiction, pour éviter qu'ils hallucinent trop. Et ensuite, après les exemples, à la fin, je lui demande juste si tu as compris ton rôle, réponds uniquement oui, j'ai compris, pour éviter qu'il hallucine quelque chose. Ok. Et à partir de là, il te dit oui, et donc tu lui balances, ok, maintenant réponds à ce commentaire. Même pas, juste je copie-colle le commentaire, je le mets, il répond la réponse. Ok. Pratique. Et ça, donc, c'est toi qui le gères ou est-ce que tu disais qu'aujourd'hui, tu avais des community managers, d'ailleurs, qui t'aident à faire quoi exactement? Répondre aux commentaires, répondre aux messages. Ok. Ce que je pourrais automatiser, mais pour l'instant, je préfère garder une vision humaine. Ok. Et est-ce que tu as coaché tes équipes pour utiliser l'intelligence artificielle pour aller plus vite, justement? Bah, je devrais l'automatiser. Pour l'instant, en fait, en copier-coller, ça prend autant de temps. Enfin, parce que c'est plus rapide de répondre directement, quoi.
mais je pourrais l'automatiser. Faudrait que je fasse une extension web, ouais. Je vais demander à AutoGPT de me faire ça d'ailleurs. Une extension web où automatiquement il récupère les commentaires pour mettre les réponses et que t'as juste à cliquer. Il faut que je fasse. Non, en fait, non. Voilà. Aussi, c'est aussi pour ça que je voulais pas trop le faire avec des extensions, parce que LinkedIn fait super gaffe aux automatisations aux automatisations API, donc aux automatisations qui vont dans le code et pas les automatisations UI, donc automatisation de clics en fait, les simulations de clics. Ça, ils font moins gaffe. Donc, pour l'instant, j'ai pas trop fait, mais on verra. Ok, parce que quoi, tu peux pas faire de simulation de clic avec tout ce qui est intelligence artificielle? Si, mais ça justement, c'est un domaine que j'ai pas eu le temps de trop creuser, alors que c'est galère, franchement. Franchement, c'est galère. À la base, justement, j'ai pas du tout de ce métier. J'ai beaucoup appris en no-code récemment, parce que ça va avec les IA, pour le coaching, c'est nécessaire. Mais c'est assez compliqué. Et, automatisation de UI, j'en ai un peu parlé avec Shubham Sharma, par exemple. Oui. D'ailleurs, faut qu'on se recale un appel pour faire ça. Bref, pardon. Pour du coup les automatisations d'UI, il y a plusieurs outils comme Browserflow, comme UiPath, mais je pense que pour l'instant, justement, ce que je dis souvent, pour l'instant, ça me prendrait plus de temps à mettre en place, à gérer ça, que le temps que ça me ferait gagner. Donc je préfère comprendre et voir ce que je pourrais faire pour, quand ce sera beaucoup plus efficace, le faire beaucoup plus rapidement et plus efficacement. Ouais, parce qu'après, la manière dont tu aurais pu rentabiliser l'opération, c'est de le rendre accessible à tous en le mettant sous forme, par exemple, d'abonnement ou j'en sais rien. Enfin, j'avais pensé à faire ça, ouais, des extensions, des trucs comme ça, mais ça me diversifierait trop et je perdrais mon focus. Et okay. C'est l'erreur que j'ai fait pendant 4 ans avant d'aller sur LinkedIn et de réussir à tenir un truc pendant un an. C'était trop de mener focus, faire plein de trucs et c'est en même temps ou de changer trop vite. Et c'est ça qui a fait que j'ai jamais vraiment réussi un truc bien avant. Et LinkedIn, ce qui a fait la réussite, c'est que pendant un an, je me suis jamais arrêté. Ok, ça c'est un bon point parce que tu vois, je me reconnais un petit peu en toi dans le sens où moi, tu vois, j'ai commencé à bosser à l'âge de 16 ans. Donc, toi, tu avais commencé un peu plus tôt, mais bon, j'ai commencé à ton âge. Et je suis un peu hyper active sur les bords. J'ai toujours besoin de faire quelque chose. J'ai toujours fait plein de boulot en même temps. Bon, alors, vrai, tu vois, je bossais en restauration. J'ai organisé des mariages, des baptêmes. Enfin, j'ai même monté un business de pâtisserie avec ma mère. Enfin, tu vois, je touchais un peu à tout. Et c'est vrai, il y a un point sur lequel je suis très d'accord avec toi, c'est que si tu te focalises pas, en fait, tu vas rester dans cette phase un peu de défocus où tu vois, tu vas dire, ok, c'est bon, je maîtrise à peu près, maintenant c'est bon, ça m'intéresse plus, tu vois, t'as plus ce FOMO du début et donc tu switches. Et en fait, tu deviens jamais expert. Toi, comment est-ce que tu t'es dit, enfin, est-ce que tu savais que LinkedIn, ça allait te plaire? Parce que tu vois, il y a toujours cette phase où tu dis, bon, au début, c'est peut-être un petit peu pénible aussi parce que tu es dans une situation inconfortable, parce que voilà, tu as plein de choses à apprendre, ce qui peut être aussi très cool, tu vois, c'est stimulant. Mais tu peux aussi te dire que, je sais pas, tu vas te lasser à un moment donné, étant donné que toutes tes autres expériences, tu t'es lassé. Bah, LinkedIn, franchement, c'est l'un des jeux vidéo les plus addictifs que j'ai jamais vu de ma vie. J'aime beaucoup la vision, j'avais jamais pensé à le comparer aux jeux vidéo. Bah, parce qu'en fait, t'as tout, c'est tu fais une action, tu fais régulièrement une action, du coup tu postes, tu crées du contenu, sauf que t'as une récompense variable, tu sais pas quelle va être la récompense, enfin tu sais pas à quel point est-ce que ça va fonctionner. Par exemple, tu sais pas si tu vas avoir un coup critique ou pas, est-ce que ça va faire un post à 50 likes ou à 5 likes. Au fur et à mesure tu progresses, donc tu gagnes en abonnés, tu gagnes en réseau, donc tu vois tes skills monter, tu vois des recommandations, des trucs, etc. Donc tu continues, t'as ce sentiment de progression, mais t'as toujours cette récompense variable qui te rend addict. Et puis parfois t'as des coups de mou, du coup c'est là où tu déprimes un peu, mais du coup c'est ça qui donne encore plus envie de continuer parce que tu veux remonter, et puis quand tu remontes t'es euphorique, mais du coup ça réhabitue ton niveau, etc. Et en fait c'est un jeu qui est horrible, et c'est ultra addictif. Et franchement, je me demande si c'est pas presque plus addictif que tous les roguelikes ou les jeux comme ça qui sont des experts en la matière, franchement. Mais déjà, ce qui est sûr, c'est que c'est plus addictif que les nombreux jeux de gestion auxquels j'ai pu jouer, parce que j'ai fait pas mal de jeux de gestion, qui sont déjà assez addictifs, un peu trop. Ouais. C'est le cran au-dessus. C'est le cran encore au-dessus. Je suis très d'accord. Et d'ailleurs, est-ce que tu essayes de te limiter, tu sais, en termes de temps, par rapport au temps que tu passes sur la plateforme, etc. Ouais. Parce que, comme tu dis, hein, y a un côté très addictif où, tu vois, même moi, parfois, je me surprends, je suis là dans mon lit, j'arrive pas à dormir, je me dis, bon, allez, je regarde LinkedIn, et en fait, tu te perds à regarder, mais et parce que t'aimes bien ça, au fond, tu vois, t'es là en mode, bah, tu vas forcément apprendre quelque chose, en fait, t'es en train de rentabiliser ton temps. Pas du tout. En fait, pas vraiment. Comment tu t'organises, toi? Déjà, ça fait 2-3 mois que j'ai complètement coupé toute notification de like et de commentaires.
parce que c'est le pire truc. Je comprends pas. Et s'il vous plaît, à partir du moment où vous commencez à créer du contenu, coupez ces notifications. C'est l'enfer. Alors c'est bien pour s'habituer, mais justement c'est beaucoup trop addictif et au final tu vas sur LinkedIn toutes les 2 minutes pour voir si t'as pas un nouveau like. Même quand tu fais 3 likes par heure. Enfin bref, c'est vraiment. Mais ça j'ai coupé toutes les notifications. Faut que je me mette en place des bloqueurs d'ailleurs sur le contenu, mais j'ai réussi à pas mal limiter. En fait c'est un peu par phase aussi. Parfois quand j'ai des phases où justement j'ai pas un objectif clair, j'ai pas une route claire, je sais pas exactement ce que je dois faire dans la journée, bah je peux me perdre un peu à relancer souvent LinkedIn, relancer souvent Instagram, relancer souvent Substack, voir si j'ai pas des nouveaux abonnés, des nouveaux followers. Et c'est un peu par phase, mais il y a des bloqueurs qui existent. Un qui est le meilleur bloqueur, mais qui est un peu violent, c'est Call de Turquet. C'est Elias qui m'en a parlé, où en gros tu définis le temps, tu définis ce que tu veux faire. Mais par contre, une fois que tu l'as lancé, non, c'est mort. Tu peux plus t'en servir, quoi. Genre, enfin, tu peux pas revenir en arrière. C'est impossible. Il y a aucun moyen de revenir en arrière. Genre, même si t'as une urgence, impossible. Impossible. Pour ça que c'est chaud, quand même. Donc, c'est chaud. T'as pas intérêt à te bloquer toute la journée. Bah, imagine, genre, en gros, un truc qu'il y a à faire, et je pense que je testerai, c'est que tu programmes ton contenu pour les 3 prochains mois sur toutes les plateformes. Genre, tu prends 3 mois d'avance, et tu coupes tout. Et genre tu fais un projet, enfin pas 3 mais tu fais un mois, genre tu coupes, tu programmes tout pendant un mois, tu mets le bloqueur pour t'empêcher d'aller voir, et là par contre pendant un mois, t'as rien à faire. Forcément tu vas être efficace sur un projet. T'as rien à faire, tu vas passer tes journées à... ok, t'es frustré pendant 3 à 4 jours, puis à un moment, ton esprit, ok, il accepte, je peux pas y aller dans tous les cas, c'est fini. Donc autant que je fasse au truc, que j'avance, pour que quand je revienne, ce soit encore plus fort. Ouais, je suis d'accord. Bon. Et toi, t'as des outils comme ça qui t'aident, des outils de productivité, que ce soit en termes d'IA ou autre, hein? Ouais, alors déjà un truc tout con, c'est sur les mails, plutôt que d'avoir tous les non lus et trucs comme ça, c'est que j'ai coupé, en gros je vois que les mails non lus, et comme ça, enfin bref, c'est juste, c'est con, c'est une optimisation visuelle. J'ai Arc comme navigateur, qui permet qui est pas mal je trouve, en termes de focus, etc. Pourquoi ça permet de faire quoi exactement? C'est une meilleure optimisation de pas mal de choses. Tu peux mettre en différentes fenêtres, différents espaces. Ils veulent concurrencer Google Chrome en proposant une meilleure ergonomie, quoi. Et c'est plein de petits détails qui font la différence. Bref. Okay. Moi, je suis sur Brave et au moins, je me tape pas les pubs. Je crois pas que j'ai des pubs sur Arc non plus. Ouais. Ça, c'est pas mal. Quand tu veux regarder une vidéo, par exemple, sur YouTube, straight to the point. Je sais pas, moi, j'ai YouTube Premium, j'avoue. Donc, Ah ouais, non, moi, non. Mais bon. J'ai quoi comme outil? J'ai pas trop d'outils. En fait, c'est plus, je dirais, ce que je fais au quotidien qui me force un peu dans mes routines. Le journaling que je fais sur Obsidian et que je partage sur Telegram. Du coup, je me force à le partager sur Telegram pour me forcer à le faire aussi. Et j'ai un peu cette pression-là. Attends, tu le partages sur Telegram, mais à toi-même? J'ai un canal privé. Non, j'ai un canal privé. Je crois que j'ai 900 personnes dessus, un truc comme ça. Ok. Donc, mais j'ai fait grossir au fur et à mesure, un peu tranquille. Il y a un moment où j'ai voulu vraiment le faire croître, au final, non. Quand je partageais un peu des guides sur l'IA, il y a un mois et un mois et demi, 2 mois, où j'ai pris genre 600 personnes d'un coup. Mais aujourd'hui, je crois, j'ai 150 personnes qui tous les jours lisent le journaling. Je partage aussi mon post du jour là-bas. Et voilà. Mais donc ça me force un peu à le partager le journaling, où je définis du coup ce que je dois faire dans la journée, où je définis, en fait, je prends du recul aussi sur la journée de la veille, sur tout ce que j'ai appris. En fait, ça me force à voir ce que j'ai fait, ce que j'ai mal fait, pourquoi ce que j'ai mal fait, pourquoi ce que j'ai bien fait, pour tirer des leçons et progresser. Et ça me force à le faire, parce que j'ai en plus la pression de partager, et du coup, je peux que progresser. Et même, enfin, je sais, parfois je répète des erreurs, ok, mais du coup, je le sais, je repère qu'est-ce qui a fait que j'ai répété l'erreur, qu'est-ce qui a fait qui m'entraînait ça, je réfléchis émotionnellement, qu'est-ce qui a conduit à ça, etc. Donc, journaling, c'est vraiment la manière dont je l'ai fait. Je trouve j'ai mis longtemps avant de trouver une bonne manière qui me plaise, mais ça, j'aime vraiment pas mal. Et la méditation. Pourquoi t'être relancé sur c'est quoi Telegram, tu m'as dit, hein? Telegram, ouais. Pourquoi Telegram? Pour imiter Antoine BM. Non, c'est pour en fait aussi parce que je voulais lancer un peu sortir. J'ai déjà cette idée-là il y a quelques mois justement c'était en décembre mon challenge, j'ai commencé mais un peu avant. Sortir mon audience de LinkedIn, sortir mon audience des trucs fermés. Ouais, c'est ça. Mais j'hésitais entre une newsletter ou un Telegram. Et en fait, ça faisait un moment que j'y pensais, newsletter, j'ai jamais fait parce que newsletter, t'es moins libre. Pour moi, c'est pas mon audience. Enfin, c'est une audience, mais c'est pas une communauté dans le sens où c'est assez fermé comme format. Tu peux pas modifier les choses, t'as que de l'écrit. C'est très, j'aime pas trop. Alors que Telegram,
qu'est-ce que je suis libre, j'en ai rien à faire, j'ai un truc à partager, hop, je fais un audio, j'ai un sondage à faire. À un moment, je faisais voter toutes mes accroches de poste pour progresser là-dessus, je les faisais voter par mon audience. Et je faisais choisir mes sujets de poste aussi. Bon, bref, pareil, je fais un sondage sur Telegram, c'est disponible. J'ai du texte à partager, j'envoie le texte. Enfin, je suis beaucoup plus libre et je me sens vraiment à l'aise sur Telegram. Alors que newsletter, je trouve ça fermé un peu. Tu dis ça, mais tu as lancé ta newsletter. Oui, mais justement, ça, c'est un objectif complètement différent. Ok. On en reviendra après. Terminons sur les outils. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres outils que tu utilises au quotidien pour être un peu plus productif ou même qui t'aident dans ton organisation en fait? Ouais, j'en ai parlé un peu sur mon journaling. C'est Obsidian, qui est un outil de gestion de gestion de ses connaissances, de ses notes, etc. Qui permet de bâtir son second cerveau, donc qui permet de gérer ses connaissances, d'apprendre au fur et à mesure. Et ça me fait penser que ça fait trop longtemps que j'ai pas rentré de nouvelles notes sur le second cerveau. Trop de choses auxquelles je pense dans ce podcast. Donc ça permet de gérer ses connaissances. Par exemple, pour créer du contenu, c'est hyper efficace. D'ailleurs, j'ai pensé à quelques jours, il faut vraiment que je fasse plus, mais j'ai pas trop assez pensé à le faire. Chaque fois que, par exemple, je sais pas, tu crées du contenu sur l'automatisation, du coup, tu crées du contenu sur l'automatisation, et chaque fois que tu vas apprendre un truc sur l'automatisation, que tu vas consommer du contenu, tu vas tomber sur un article, tu notes chaque concept dans une note permanente Obsidian, et chaque fois que tu vas vouloir créer un contenu long, par exemple, tu vas reprendre ces concepts, et juste, en fait, tu les imbriques, juste tu mets concept 1, concept 2, concept 3, t'as juste à faire les liens, en fait, parce que t'as déjà les concepts, t'as déjà les trucs, tu fais juste les liens, et ensuite tu peux te resservir de ces concepts qui sont dans ta newsletter pour en faire des post LinkedIn, tu peux t'en servir pour faire des shorts, tu peux t'en servir pour faire n'importe quoi, et en fait t'as pas le travail de recherche à faire, ou ensuite t'oublies le concept, etc. En fait tout s'imbrique et permet de gagner du temps et de l'efficacité. Je suis en train de m'y mettre. C'est pas facile au début, je regarde les vidéos d'Eliott, je suis en mode ok, faut arrêter de bégayer, maintenant faut se lancer. C'est hyper au début c'est c'est hyper sympa parce que t'es là, t'explores, t'es en train d'apprendre de nouvelles choses et c'est hyper déroutant parce que moi j'ai l'habitude en gros de prendre mes fiches et tu vois je regarde une vidéo, ma fiche ça va être le nom de la vidéo et bam toutes mes notes. Bon après c'est vrai que du coup pour faire des liens etc c'est pas terrible. Plus compliqué. Justement le but c'est de faire des concepts. Exactement et c'est comme ça faut réapprendre donc mais voilà je suis en train de m'y mettre aussi. Et t'as beaucoup de notes là ça y est? Pas beaucoup encore. Faudrait que je regarde. J'en ai beaucoup trop qui traînent dans mon Google Keep que j'ai jamais mis ou dans mes notes aussi. Et j'ai aussi trop de trucs, j'ai trop de livres où c'est juste sur le ligne que j'ai pas encore mis en note. J'ai un des sujets de mon premier coaching avec Eliott c'était là-dessus aussi. Mais aujourd'hui, je dois en avoir quelque chose comme 500, un truc comme ça. Ah oui, ok, non mais attends, moi j'y suis absolument pas. Je dois en avoir une dizaine. Moi, je suis plus à 700. Ouais. Mais ça va venir, t'inquiète. Après, moi aussi, en vrai, c'est gonflé parce que j'ai tous mes posts dessus maintenant. Et rien que ça, j'en ai 200. Ah oui, attends, j'ai rattrapé tous mes posts de mes 1 an et demi, là, ça va m'en faire des notes. Mais en plus, est-ce que tu penses que ça a un intérêt d'ailleurs de reprendre tous ces anciens posts et de les poster sur Obsidian? Non, moi, c'est parce que, ça dépend. Le concept, oui. Pas le post en lui-même, moi c'est parce que j'écris dessus. Donc en fait, ça me va dans un fichier et donc c'est pratique. Donc toi, tu prépares tes posts sur Obsidian? Ouais, comme ça je peux faire appel à d'autres notes, je peux faire des liens, je peux faire des trucs comme ça. Je trouve ça plus pratique. Puis j'ai l'habitude de cette interface. C'est aussi pour m'habituer à passer du temps dedans, pour me forcer ensuite, ça plus simple de créer des notes. Parce qu'en tout cas, j'ai l'habitude de l'application, j'ai l'habitude de ce genre de choses. Donc ça fait combien de temps que tu l'utilises? Faire quoi? Faire 1 an maintenant. Ok, ouais. Moi je te dis ça fait 2 semaines. Hein. Ah ouais, je suis novice. Hein. Ça va venir. C'est du long terme. Jean-Charles aussi, il s'y est mis à un bon moment, lui. Non, mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de créateurs de contenu qui s'y mettent. Normal. Et Eliott, c'est la référence. Du coup, Eliott, plus on en parle, plus Eliott, il fait son bise. Bon, du coup, on va inviter Eliott. Franchement, si t'arrives à l'avoir, c'est beau. Hein. Écoute, je vais lui proposer. Ok. Et ouais, il y a un autre sujet que je voulais voir avec toi qui est la partie newsletter. Puisque voilà, toi, tu as développé ton audience sur LinkedIn. Il y a une partie que tu as développée sur Telegram. Et maintenant, attends, j'en manque peut-être une actuellement. Non. La newsletter. Je vais commencer doucement Instagram en republiant les extraits de podcast. Et par contre, je vais mettre à YouTube d'ici 2-3 semaines pour le projet que je commence, que j'annonce le 8 mai du coup, et qui sera lancé autour du 20 juin, qui est de bâtir la plus grande communauté francophone sur l'IA.
où du coup le but c'est d'avoir pas mal de traction. En fait, la vidéo aussi pour l'IA c'est plus pratique pour montrer des concepts, pour montrer des choses, c'est plus simple qu'un post LinkedIn. Ouais, c'est clair. Mais la newsletter. Ouais, la newsletter. Alors, la newsletter, du coup, toi qui, de base, n'étais pas trop fan de ce format-là, pourquoi, dans ce projet-là, tu t'es dit qu'il fallait que tu lances une newsletter? En plus, la newsletter, elle a pris assez rapidement. Je crois que tu as 2000 et quelques inscrits, c'est ça, hein? Je suis à 2500 là, en 10 jours. Le mec, il a autant d'abonnés que moi, alors que moi, ça fait 6 mois. C'est l'IA, c'est un sujet un peu... Non, mais oui, bien sûr. Moi, j'ai pas encore... c'est pas assez niché, tu vois, mais... Non, mais that's fine, et chacun son rythme, chacun son chemin, c'est très bien aussi. Mais vas-y, du coup, explique-nous pourquoi la newsletter et comment est-ce que tu as réussi à atteindre 2500 abonnés en 10 jours. La newsletter, c'est parce que du coup dans ce projet-là de communauté, en fait, je vais bâtir tout un écosystème. J'ai tout qui est, enfin, je sais pas si je t'enverrai une image limite que tu voudras mettre en illustration sur la vidéo, qui est sur un With Me Call, qui est la machine à contenu, en fait, qui est tout un écosystème où tout se relie entre eux, un peu. Je t'en parlais avec le second cerveau, où tout est relié pour créer énormément de contenu de valeur, mais énormément de contenu sur un peu tous les réseaux pour créer une grosse traction et amener du coup les gens de tous les réseaux algorithmes vers la newsletter, vers la communauté. Et au passage, enfin, la newsletter ou des formations gratuites et qui amènent vers la communauté et les formations payantes. Ça, c'est la phase 1. La phase 1 en B2C où du coup, je me rémunère avec des formations payantes. Ensuite, tout sera gratuit. Donc, la newsletter en fait partie et est le vecteur principal pour qualifier les personnes et leur donner envie de rejoindre la communauté, etc. Parce que c'est plus simple de rejoindre une newsletter que de rejoindre un Discord. Par contre, une fois que t'es identifié, enfin que du coup t'es sur newsletter, t'es quelqu'un qui s'intéresse à l'IA, tiens, je t'ai partagé des trucs, j'ai vu que t'aimais ça, etc. Tiens, est-ce que tu veux pas aller plus loin encore? Est-ce que tu veux pas avoir genre les formations gratuites? Est-ce que tu veux pas avoir des trucs comme ça? Est-ce que tu veux pas avoir ton résumé quotidien personnalisé pour comprendre tout ce qui se passe tous les jours? C'est un truc d'ailleurs qui va dans la communauté que je trouve assez fou. Et donc la newsletter là-dessus a un rôle assez prépondérant parce qu'elle fait le lien, elle permet de vulgariser, elle permet de qualifier les personnes. Et donc le but c'était de la faire grossir assez vite parce que le but de la communauté c'est que très très vite j'arrive à quelques centaines, quelques milliers de personnes pour que ça s'auto-alimente. Parce que si t'as trop peu de gens sur une communauté, t'as pas d'activité, c'est nul. Par contre, dès que ça commence à se lancer, j'estime ma masse critique à entre 500 et 1000 personnes. À partir de ce moment-là, ça s'alimentera tout seul. Le bouche à oreille sur la communauté suffira. Sauf que je sais pas du tout quel sera mon pourcentage de conversion entre la newsletter et la communauté. Donc pour ça, pour le lancement qui sera vers le 20 juin, je préfère bâtir un énorme truc. Et donc la newsletter qui a ce but-là de qualifier et de partager des choses et qui me permet aussi de partager d'élever plus le niveau de mon audience qu'en post LinkedIn où c'est plus compliqué, tu sais pas qui les voit, etc. Ouais. Donc au fur et à mesure, j'élève le niveau. Et donc ça c'est cette visée-là. Et comment j'ai fait pour la faire grossir de 2500 personnes en 10 jours? C'est que, alors j'ai pas mal forcé dessus en vrai dans mes posts LinkedIn. J'ai fait, sur mes 10 posts LinkedIn, il y en a 7 qui redirigent vers newsletter, dont 5 qui sont uniquement sur AutoGPT. J'ai trop forcé sur AutoGPT d'ailleurs, je l'ai vu à la fin. Non mais c'est bien, tu surfes dessus. Et moi c'est comme non, ça à la fin c'était chiant. Ouais, bah moi c'est comme ça que je me suis inscrite, hein. J'ai dit, AutoGPT, je veux en savoir plus, vas-y, je m'inscris. Ouais, c'est ça. Bah, après je pense qu'il y a des posts que j'avais pas vus aussi, hein, mais ça a été le déclic. Bah en gros le premier aussi le premier a très bien fonctionné où je crois que c'est mon deuxième meilleur poste en termes de vues à l'heure actuelle où l'accroche c'est ChatGPT va remplacer 1% des métiers, AutoGPT va remplacer 90%. Et ensuite du coup accroche de malade. C'est ça. Et d'ailleurs c'est accroche de malade mais c'est à cause de cette accroche que derrière j'ai fait un peu de la merde. Enfin bref. En gros, pourquoi ensuite je raconte attends, j'y viens. Vas-y. En gros, ensuite je raconte toute l'histoire, je raconte AutoGPT, je raconte qu'est-ce que ça change. Franchement, j'ai fait un putain de storytelling et là-dessus justement, j'ai retravaillé encore un peu récemment mon storytelling récemment qui m'a encore fait bien monter. C'est un peu à la Disney avec vraiment des hauts bas, vraiment abusé. Vraiment c'est trop, mais ça fonctionne. Et ce post aujourd'hui est à 180 000 vues. Donc il m'a ramené en gros 700 personnes sur newsletter, ce qui est pas mal. Ensuite, du coup, 2 jours plus tard, le jour de la publication, j'ai fait un post, je sais plus c'était quoi, c'était aussi une accroche sur AutoGPT. AutoGPT va en passer, un truc comme ça, où du coup, la newsletter, c'était sur le fait d'installer AutoGPT avec le guide, parce que il y a quand même une assez belle barrière à l'entrée pour l'instant sur les projets comme ça. Parce que, en fait, faut comprendre qu'on a sauté énormément d'étapes sur l'IA. Normalement, on l'a vu, les Web3 en est le parfait exemple. Le Web3, on est à un stade encore avant le stade actuel des IA qui est mainstream. Le Web3, on est encore à un stade avant où c'est early adopters. En gros, normalement, t'as les hackers, ensuite t'as les builders, ensuite t'as les premiers, ensuite t'as les early adopters.
Ensuite, là, ça commence à faire un peu de bruit, et là, ça devient mainstream. Et t'as plein de phases. C'est comme Internet, ça a mis plusieurs années. Web3, ça fait pas mal de temps que c'est là, c'est toujours pas implanté, peut-être que dans 10 ans, ce sera mainstream. L'IA, elle est passée de hacker à mainstream. Parce que Sam Altman a paniqué. Alors normalement, dans tous les trucs, tout le monde devait sortir ça plus tard. Ça fait 10 ans déjà que tout est en préparation, mais ça devait sortir plus tard. Mais Sam Altman, en gros, a paniqué, pour la faire courte. C'est sorti plus tôt. Du coup, tout le monde sort tous ces trucs d'un coup, etc., pour enchérir dessus. Et on a sauté énormément d'étapes. Donc il y a plein de choses qui sont encore expérimentales. Et c'est pour ça que l'enjeu, c'est pas de maîtriser. Parce que tout est expérimental, tout change. L'enjeu, c'est de comprendre. C'est ce que je répète souvent. Et donc justement là-dessus, enfin bref, je sais même pas comment est-ce que je suis parti aussi loin, donc il y avait une belle barrière à l'entrée sur AutoGPT, donc j'ai fait un guide là-dessus. Je parle loin, je divague beaucoup. Donc j'ai fait un post dessus pareil, où justement je raconte encore, voilà, c'est ça. AutoGPT est en train de changer le monde, pourtant il a failli ne jamais voir le jour. Et là je raconte l'histoire derrière AutoGPT, je relis un peu à ChatGPT, etc. Pareil, je refais un au bas. Post pareil, il a fait 60 000 vues, pas mal fonctionné, il a une meilleure conversion, pareil, il m'a ramené 500 personnes, un truc comme ça. En taux, il a une meilleure conversion. Donc ensuite j'ai continué, j'ai refait des posts dessus, moins abusés et qui ont moins fonctionné d'ailleurs, qu'on fait en gros 20 000 vues chacun, qu'on continue à ramener. J'ai changé mon message automatique d'acception dans le réseau, qui accepte les personnes dans mon réseau. Avant ça redirigeait vers mon Telegram en mode tranquille, mais maintenant ça redirige vers newsletter. En mode si tu veux maîtriser l'IA avant qu'elle te maîtrise, rejoins newsletter. J'aime bien cette phrase d'accroche. Ouais, pas mal. Donc j'ai changé mon message de bienvenue, j'en ai parlé, j'ai refait d'autres posts dessus, sur l'édition d'après qui était sur comment maîtriser AutoGPT, où j'ai refait des posts dessus qui n'ont pas super bien fonctionné, mais qui ont une meilleure conversion. Notamment lundi où je voulais taper mes 2000 abonnés en 9 jours, j'ai fait vraiment un post d'autopromotion, donc qui apportait pas trop de valeur, mais parce que je savais pas faire d'autopromotion en plus, mais un peu à la Benoît, du coup sur ces posts, je me suis un peu inspiré de ce qu'il fait. J'ai fait l'autopromotion qui a fait 15 000 vues, mais par contre qui a une putain de conversion, j'ai fait 300 personnes. C'est pas mal pour 15 000 vues. C'est ça. Donc et en plus, j'ai insisté partout. Benoît qui a sorti un extrait du podcast sur moi, du coup sur les jeunes branches. En dessous j'ai ajouté quelques IA du coup qui manquaient, qui étaient sortis entre temps, et j'ai fait mais en plus si vous voulez en savoir plus, rejoignez nos newsletter. Mon commentaire a fait plus de likes que celui avec le lien vers l'épisode, et ça me fait vraiment beaucoup rire. Il y a quelques trucs comme ça, vraiment j'ai pas mal forcé dessus, mais ça a fonctionné. Et en plus dans le premier épisode par exemple, j'insiste sur le fait de partager aux gens qui en ont besoin. Je crois il y a eu 50 ou 60 partages et il y a eu 40 nouveaux abonnements. C'est pas tant que ça, mais vu qu'il y a eu il a été envoyé à 1000 personnes, le taux est bon. Donc tu crées un effet cumulé, etc. Tu l'expliques comment ton succès vers cette newsletter? L'IA, Momentum, l'IA aujourd'hui tout le monde a entendu parler, etc. Le storytelling qui était bon. Le fait que j'ai quand même pas mal travaillé le fait de vulgariser, même si il se peut que j'ai rédigé les newsletters avec AutoGPT et ChatGPT, ça faut pas le dire. En plus, 95% c'était fait avec AutoGPT et ChatGPT. Ah oui? Vraiment. Okay. Pourtant c'était très bien expliqué, peut-être mieux que ce que j'aurais fait, mais bon. Mais il y a des parties que tu vas pas 100% déléguer à ChatGPT. Franchement, sur une méthode d'installation. Oui, non, sur une méthode d'installation, ouais, effectivement, t'as pas besoin d'apporter un côté humain. C'est ça. Hein. Et même là, l'épisode que j'ai fait lundi, qui était sur comment maîtriser AutoGPT, je vais faire les recherches, j'ai rajouté quelques trucs qui étaient moi de mes tests, etc. Ensuite, j'ai fait rédiger par ChatGPT. C'était pas mal. Alors j'ai modifié 2-3 trucs, j'ai rectifié mon prompt, j'ai passé quand même, je pense, 20 minutes sur la rédaction avec ChatGPT. C'est beaucoup 20 minutes. Hein. Ouais, non, mais c'est en même temps, ça fait tellement longtemps maintenant que tu testes, que tu maîtrises la chose, que c'est aussi le fruit de ton travail, tu vois. Ouais. D'ailleurs, petite question tu utilises quoi comme IA toi au quotidien? ChatGPT, Midjourney, AutoGPT, c'est les 3 principales. AutoGPT, c'est ChatGPT, bref, c'est un peu pareil, mais bon, c'est un peu tard. En ce moment, je suis en train de tester pas mal tout ce qui est agent autonome, donc c'est encore le stade au-dessus de complexité, parce que là, c'est vraiment du pur code. Il n'y a pas d'interface ou quoi, c'est du pur code. Donc c'est plus complexe, mais il faut que justement je teste pas mal pour pouvoir le vulgariser. Et notamment une chaîne qui est très très bien là-dessus en anglais, dans sa version payante en plus, qui est encore mieux, All About AI. Qui est vraiment bien, avec mon accent merveilleux. On reconnaît les passages à Londres. Je comprends pourquoi tu veux rester sur la communauté francophone.
Je vais partir à l'étranger pour mes études, je sais pas comment le prendre. Je rigole, non, je rigole. Non, mais non, je pense que c'est bien de... Il y a un créateur de contenu qui a bien percé sur LinkedIn, qui est français et qui fait toute sa communication... Ruben, ouais, exactement. Je sais, je l'ai vu hier. Ouais, et lui, tu vois, il fait toute sa communication en anglais, c'est très bien, mais tu vois, je trouve que sur des sujets aussi complexes que ça, pour des personnes qui maîtrisent pas trop l'anglais, alors déjà que ça peut paraître compliqué, si en plus tu dois faire l'effort de faire la traduction, etc., tu vois, donc je trouve que le fait de partir déjà sur le développement d'une communauté francophone, c'est très bien, et puis après tu verras par la suite si toi, ça te fait kiffer de le développer à l'international. Bah, tu veux un secret de pourquoi est-ce que je suis parti qu'en francophone? Ouais, dis-moi. C'est parce que qu'il y avait franchement... personne. Alors déjà, il y en a 2-3, mais pas très gros, et j'ai pas les bons formats, je trouve, par rapport aux Américains, etc. Mais surtout que les Américains sont toujours en avance, et qu'en fait, j'apprends avec les Américains. Je peux pas concurrencer ceux qui m'apprennent. Par contre, bah, ils sont en avance, donc je peux aller sur le marché francophone, où il y a beaucoup de retard. Très smart. Parce que je suis les mecs qui sont même pas en avance, ils sont vraiment beaucoup trop loin en avance. Et du coup, moi, je me retrouve en avance sur le marché francophone, alors que les gens sont même pas au stade normal, ils sont en retard. Donc, bah, je peux aider pas mal de gens. Okay. Alors honnêtement, je suis pas le meilleur en termes d'IA. Par contre, j'essaie de garder une vision assez holistique de tout ce qui existe, de tout ce qui se fait, pour pouvoir vulgariser, pour pouvoir aider les gens, et donc apporter de la valeur. Trop bien. Et donc tu disais, tu utilises 3 IA au quotidien? Principalement Midjourney, ChatGPT, AutoGPT. En ce moment, voilà, je creuse pas mal tout ce qui est agent autonome, etc. À un moment, j'étais pas mal dans toutes les IA de musique aussi. Enfin, en fait, il y a des IA pour tout. Aussi, je regarde pas mal sur le skill montage en ce moment, pour créer du contenu vidéo, etc., pour voir comment est-ce que je peux gagner du temps. Quelques outils comme Autopod ou ce genre de choses. Aussi, bah, justement, le projet dont je t'ai parlé, enfin, l'outil énorme, qui franchement peut me permettre de faire quelques centaines de milliers de vues assez facilement. Pour les vidéos sur Instagram? Instagram, mais sur LinkedIn aussi, parce que Ruben justement avait fait une vidéo version ultra basique de ça, qui avait fait plusieurs millions de vues, où c'était une femme qui vieillissait au fur et à mesure, et moi ce que je fais c'est énorme. En gros, un exemple, le mec qui a fait ça, une de ses vidéos sur Insta, elle a fait 50 millions de vues. 50 millions? Millions. Ok. Donc, il y a un putain de potentiel. Et bah, Théo, le jour où sortira le podcast, je pense que tu auras déjà sorti ton projet. On mettra les liens. J'espère que tu me l'enverras en amont. Ok, trop cool. Il y aura le tuto sur la newsletter. Parfait. Donc, inscrivez-vous à la newsletter. D'ailleurs, où est-ce qu'on peut s'inscrire à ta newsletter? Et où est-ce qu'on peut s'inscrire à ton canal Telegram? Le Telegram, je crois que je l'ai laissé sur mon LinkedIn. Tous les liens sont sur mon LinkedIn. Sur un newsletter, le lien va très probablement changer parce que le lien actuel est pas le bon. Actuellement, c'est francophonia.substacks.fr, un truc comme ça. Mais ça va changer parce que le nom du projet sera sorti, donc ce sera Fria, donc FR2EA, et fria.com, où il y aura le site officiel où on pourra s'inscrire sur la newsletter. Mais donc, le lien de la newsletter, je peux pas encore trop le dire parce que je sais pas vraiment quoi. Je le mettrai en description. Je mettrai merci. Bien évidemment. Et j'avais une dernière question par rapport aux IA. On parle des IA, c'est vrai, ça nous fait gagner du temps, etc. Mais c'est quoi le coût? Tu dépenses combien, toi, par mois? Rien. Franchement, c'est rien. ChatGPT, l'abonnement premium, il est à 20 € par mois. Midjourney, je crois, la version de base est 10 € par mois. À part si on avait une utilisation vraiment massive, comme moi, ça suffit largement. Sinon, c'est 30 € par mois. AutoGPT, en version avec l'API GPT 3.5, ça suffit largement pour l'instant. Parce qu'en tous les cas, même GPT 4, la différence n'est pas énorme là-dessus. Ça me coûte, si j'y passe toute la journée, ça me coûtait 2 €. Ça va. Des idées, un truc d'avatar, ça coûte 5 €. Enfin bref, franchement, les coûts sont pas gros. Justement, ils ont cassé le marché de ChatGPT et du coup, tous les autres IA, tous les autres outils sont obligés de s'aligner. Ça va. Ok. Donc, au max, ça monte à 100 € par mois. Ouh, ça va. Oui, ce que je te dis, franchement. Le seul investissement que tu vas avoir, c'est le temps que tu vas utiliser pour maîtriser justement les outils. Pour ça que l'enjeu, c'est de comprendre. D'où l'intérêt de s'abonner à ta newsletter. C'est ça, et qu'une des features de la communauté, ça va être d'avoir son résumé quotidien personnalisé tous les jours pour comprendre tout ce qui s'est passé. Bon, moi je m'abonne, donc faites-en de même. Je pense que ça ne peut que vous aider, peu importe le secteur dans lequel vous êtes, peu importe la thématique. Moi, à titre personnel, pour le développement de My Name is Bond, je pense que ça va grave nous aider. Pour l'instant, je pense qu'on l'utilise pas du tout assez. Mais voilà, inscrivez-vous à la newsletter de Théo.
Bah écoute Théo, je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon. On a vu plein de sujets. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais ajouter? J'ai pas trop d'idées en tête comme ça. Enfin, commencer à publier, n'arrêtez jamais. Mais à part ça... C'est une belle conclusion. Et aidez-vous de l'IA. Comprenez l'IA. Comprenez l'IA. Effectivement, comprenez l'IA et essayez de vous... Comprenez l'IA pour la maîtriser avant qu'elle vous maîtrise. Oh, joli. J'ai une dernière question que je pose à tous mes invités en fin de podcast, qui est si tu pouvais inviter quelqu'un sur le podcast, t'inviterais qui? Elliot. Okay. Franchement, la réponse est... Et bah, on va contacter Elliot, tu m'aideras si jamais il me répond pas. Je vais passer son numéro. Magnifique. Ok, et bah écoute, où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur LinkedIn? LinkedIn, bientôt YouTube, du coup Théo Leblanc, ou Fria, je sais pas, je pense que ce sera Théo Leblanc. Ok. Donc la newsletter, le Telegram, Instagram aussi, Théo.-Leblanc, parce qu'il y a trop de Théo Leblanc, sinon c'était pas possible de trouver un bon pseudo. Donc voilà, un peu partout. Ok, et bah je mettrai tout ça en description. Théo, merci beaucoup pour ton temps, et puis bah je te dis à très vite. À bientôt.